Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler de John Stuart Mill qui a vécu au XIXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Belle, du classique de Walt Disney, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête raconte l'histoire d'un prince transformé en bête monstrueuse pour le punir de son égoïsme et de sa méchanceté. Pour briser la malédiction qui le touche lui et l'ensemble de ses serviteurs, il doit aimer une femme et s'en faire aimer en retour avant qu'une rose magique ne perde son dernier pétale. Dans le village voisin, Belle, une jeune fille passionnée de littérature, s'ennuie à mourir dans cette vie de province. Elle est incomprise des villageois qui la trouvent bizarre, d'autant plus que son père est un inventeur qui rêve d'être reconnu. En partant dans une foire où il veut présenter sa nouvelle invention, Maurice, le père de Belle, se perd dans la forêt et échoue dans le château de la Bête qui le fait prisonnier. Belle, pour sauver son père malade, échange sa place et devient la prisonnière de la Bête qui, peu à peu à son contact, commence à avoir une attitude de plus en plus humaine. Il tombe amoureux de Belle, lui offre son immense bibliothèque et lui donne sans le savoir la vie dont elle a toujours rêvé. Mais Maurice, qui la croit malheureuse et en danger, essaie de la retrouver. Il manque de mourir de froid dans la forêt. La Bête laisse alors Belle partir pour le ramener au village. Sous l'influence de Gaston, un chasseur frustré que Belle n'ait pas voulu l'épouser, les villageois se précipitent dans le château de la Bête pour la tuer. Ayant retrouvé des sentiments humains, la Bête épargne Gaston alors qu'il est sur le point de le jeter dans le vide, mais Gaston lui plante un couteau dans le dos. Heureusement, grâce au retour de Belle, le charme est rompu, la Bête survit en redevenant un prince. La notion qui va nous intéresser est celle du bonheur que nous allons distinguer de la satisfaction. Dans le langage courant, nous avons tendance à confondre les notions de bonheur, joie, satisfaction. Toutes ces idées sont en lien avec le désir. Satisfaire un désir, cela nous apporte joie ou satisfaction. Le bonheur serait atteint quand tous nos désirs sont satisfaits. Quelqu'un d'heureux n'aurait besoin de rien, il possède déjà tout ce qu'il désire. Le bonheur se définirait donc comme un état de satisfaction permanente ou de joie permanente, l'idée de joie étant plus éphémère alors que le bonheur contient l'idée de durée. Dans l'utilitarisme, Mill prend le temps de distinguer le bonheur de la satisfaction. Afin de répondre à cette question, pour être heureux, faut-il avoir satisfait tous ses désirs ? Commençons par lire ensemble un extrait de l'utilitarisme de Mill. Le texte étant un peu long, je me suis permis quelques coupes que je ne signalerai pas pour la fluidité de ma lecture. Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la promesse de la plus large ration de plaisir de bête. Aucun être humain intelligent ne consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du cœur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, l'ignorant ou le gredin sont, avec leurs lots respectifs, plus complètement satisfaits qu'eux-mêmes avec le leur. Un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur. Mais en dépit de ces risques, il ne peut jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur. Croire qu'en manifestant une telle préférence on sacrifie quelque chose de son bonheur, croire que l'être supérieur, dans des circonstances qui seraient équivalentes à tous égards pour l'un et pour l'autre, n'est pas plus heureux que l'être inférieur, c'est confondre les deux idées très différentes de bonheur et de satisfaction. Incontestablement, l'être dont les facultés de jouissance sont d'un ordre inférieur a les plus grandes chances de les voir pleinement satisfaites. Tandis qu'un être d'aspiration élevée sentira toujours que le bonheur qu'il peut viser, quel qu'il soit, le monde étant fait comme il est un bonheur imparfait. Mais il peut apprendre à supporter ce qu'il y a d'imperfection dans ce bonheur, pour peu que celle-ci soit supportable. Et elles ne le rendront pas jaloux d'un être qui, à la vérité, ignore ses imperfections, mais ne les ignore que parce qu'il ne soupçonne aucunement le bien auquel ces imperfections sont attachées. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux côtés.
Mill commence par constater un fait qu'il essaiera d'analyser ensuite. Un être humain ayant de hautes capacités d'un point de vue intellectuel ou moral tient à ses capacités. Si on lui proposait de les perdre en échange de la satisfaction de désirs plus simples, il refuserait probablement. Pourtant, dans son existence actuelle, un tel individu serait continuellement insatisfait et sans doute en proie à de la souffrance. D'après la définition traditionnelle du bonheur, la satisfaction de tous les désirs, il faudrait en conclure que l'être inférieur est plus heureux que celui qui possède de hautes capacités intellectuelles et morales. Ce premier fait présente donc un paradoxe. Si l'être inférieur est plus heureux, pourquoi refuserais-je d'en devenir un ? Prenons un exemple concret. Quelqu'un de profondément bon et altruiste peut sans cesse se sacrifier pour les autres, toujours leur venir en aide, plutôt que de s'occuper de lui-même. Bien sûr, on peut prendre beaucoup de plaisir à aider autrui, mais il est clair que dans cette existence, nombre de nos désirs ne seraient pas satisfaits, puisqu'on ferait passer ceux des autres en premier. Si on définit le bonheur comme la satisfaction de tous nos désirs, il faudrait en conclure que cette existence serait malheureuse. Pourtant, Mill imagine que si on demandait à cet individu vertueux « Voudrais-tu devenir une personne égoïste qui ne se préoccupe plus de personne, ce qui te permettrait de satisfaire tous tes désirs ?» il répondrait probablement que non. Autre exemple, dans ma bibliothèque, il y a énormément de livres que je désire lire, mais que je n'ai pas encore lus. D'ailleurs, j'achète bien plus de livres que je n'ai le temps d'en lire, je suis donc continuellement frustrée, mon désir d'avoir lu tous ces livres n'étant jamais satisfait. Mais si on me proposait de devenir un individu débarrassé de ses désirs de lecture, un individu qui se satisferait par exemple de regarder la télévision toute la journée en n'ayant plus aucun travail à faire, je refuserais également. Je préfère largement n'avoir jamais le temps de lire tout ce que je désire lire, ou écouter tous les podcasts que je désire écouter, ou encore être débordé par mon travail, plutôt que de complètement perdre le désir de faire tout cela. Si le bonheur consistait à avoir le maximum de ses désirs satisfaits, ces situations n'auraient aucun sens. L'égoïste qui ne se préoccupe que de lui-même obtient bien plus de satisfaction que le vertueux qui vient en aide à autrui. Celui qui a des désirs infinis de lecture ou de connaissance sait qu'il est voué à être éternellement insatisfait. Il y aura toujours des choses à apprendre et à découvrir. Alors qu'un individu qui se contente d'une vie ordinaire, qui est content de ce qu'il a et ne poursuit pas des ambitions démesurées, lui peut espérer la satisfaction de tous ses désirs. L'idée est très simple, moins on a de désirs, plus on les satisfait facilement. Dans l'Antiquité, les philosophes épicuriens acceptaient ce raisonnement et sa conclusion logique. Si le bonheur consiste en la satisfaction des désirs, alors il ne faut conserver que les désirs faciles à satisfaire. Avoir de quoi boire et se nourrir est suffisant, c'est même la clé de la vie heureuse pour Épicure. Poursuivre les honneurs, la richesse ou la connaissance n'a aucun intérêt, ou du moins pas si l'on poursuit le bonheur. La vie la plus heureuse est celle d'Épicure. Ses seuls désirs sont boire de l'eau et manger du pain, rien de plus simple à satisfaire. Il n'y a donc aucune frustration, aucune contrariété dans son existence. Épicure se permet même, de temps en temps, un peu de vin avec un repas plus copieux. Ces occasions lui sont une énorme source de joie puisqu'il n'en a pas l'habitude. Mais toute personne qui viserait plus que ça serait vouée au malheur. L'existence d'Épicure, celle que Mill appelle l'existence du porc satisfait, référence directe aux épicuriens puisque ces derniers étaient appelés pourceaux d'Épicure par leurs détracteurs, ressemble à celle des villageois dans La Belle et la Bête. La chanson introductive du film, qui s'appelle Belle puisque le but est de présenter le personnage principal, montre un village où les habitants reproduisent jour après jour exactement les mêmes gestes, où ils sont préoccupés par les mêmes choses. Le boulanger s'occupe de son pain, un marchand apprécie de rencontrer une jolie jeune femme au marché, une autre achète ses œufs. Tous ces villageois sont souriants et semblent heureux, contrairement à Belle. Celle-ci répète dans sa chanson « Je veux vivre autre chose que cette vie ». Dans la version originale, elle dit plutôt « Je veux tellement plus que cette vie de province ». Elle n'est d'ailleurs pas seule à rêver d'autre chose que d'une existence monotone où on se contente d'aller chercher son pain tous les matins et d'élever ses enfants, puisque son propre père est un inventeur et souhaite être reconnu pour ses inventions techniques. L'existence remplie de satisfaction des villageois ne leur convient donc pas, elles désirent plus et c'est ce qui fait qu'elles ne se sentent pas bien dans le village. Cette première scène semble donc donner raison à Épicure, l'existence heureuse est celle où l'on est capable de se contenter de peu. Cependant, dans le texte de Mill, il y a une distinction importante qui est faite entre le bonheur et la satisfaction. Obtenir l'objet de son désir, cela apporte la satisfaction.
Or, s'il distingue satisfaction et bonheur, c'est bien pour dire que la satisfaction n'est pas le bonheur. C'est cette distinction qui va lui permettre de résoudre le paradoxe présenté précédemment, pourquoi un savant ne voudrait pas devenir un ignorant, même en ayant la certitude que l'ignorant est plus satisfait de son sort que le savant. En effet, cet état de satisfaction ne serait pas un état heureux. Le bonheur doit désigner autre chose, sinon ça n'aurait pas de sens de préférer l'existence de Belle, ou du savant, à celle des villageois, ou de l'ignorant. L'insatisfaction n'est pas incompatible avec le bonheur. Dès lors, le bonheur ne peut pas désigner la satisfaction de tous les désirs, ce serait contradictoire. Prenons l'exemple d'un scientifique qui étudierait le cosmos. Bien sûr, il sait qu'il n'arrivera jamais à percer tous les mystères de l'univers, ce désir est impossible à satisfaire. D'autant plus que, plus il découvre des choses, plus cela le conduit à se poser de nouvelles questions sur l'univers. La recherche de la connaissance est ainsi faite que, plus on est savant, plus on découvre de domaines dans lesquels on est ignorant. Celui qui ne s'est jamais intéressé à la cosmologie ou à l'astrophysique n'a pas idée de l'étendue de son ignorance. Il n'en souffre pas non plus puisque cela ne l'intéresse pas. Avoir le désir de connaître tout l'univers, c'est être nécessairement condamné à l'insatisfaction. Mais Mill soutient qu'au fond, l'astrophysicien est quand même plus heureux que l'ignorant. Le bonheur désignerait alors une sorte de recherche. Désirer, c'est donc déjà être heureux. Il peut y avoir de la souffrance dans le désir, après tout nous souhaitons quelque chose que nous n'avons pas et n'aurons peut-être jamais, mais cette souffrance sera acceptable pour celui qui est rempli de désir face au plaisir que lui apporte la poursuite de ses désirs. Par conséquent, si les villageois sont effectivement satisfaits de leur sort, Mill soutiendrait que Belle est plus heureuse. Et en effet, même si elle est frustrée d'être dans un petit village où elle ne peut pas avoir de conversation au sujet de la littérature avec qui que ce soit, elle trouve quand même le bonheur dans les livres. Elle aimerait en lire plus. Plus tard dans le film, la bête lui offre son immense bibliothèque. Elle ressent alors une joie qu'elle n'a jamais ressentie auparavant, mais est-ce parce qu'elle a satisfait un désir ? Pas vraiment. Son désir n'est pas de posséder des livres, mais de les lire. Et il est clair qu'elle n'aura jamais le temps au cours de sa vie de lire tout ce qui se trouve dans la bibliothèque de la bête. Il n'a fait que lui ajouter des milliers de désirs, puisque chaque livre représente un désir de le lire. Quand Belle refuse la demande en mariage de Gaston, bien sûr vous direz que c'est parce que Gaston est stupide, méprisant, qu'il sera probablement infidèle et qu'il est misogyne, ça ne fait aucun doute, mais la vie qu'il lui promet est celle des autres villageois. Une douzaine d'enfants à élever, autant dire qu'elle n'aura plus beaucoup de temps pour lire, rester à la maison toute la journée et faire la cuisine. Une vie où elle n'aura besoin de rien car tous ses besoins primaires seront comblés. En refusant cette demande pour s'enfuir et chanter qu'elle veut vivre autre chose que cette vie, qu'elle veut s'envoler dans le bleu de l'espace, en VO la phrase exacte est un peu dure à traduire, mais ça donne quelque chose comme « je veux partir vers le grand large pour vivre des aventures », donc en disant cela, Belle refuse la satisfaction pour la poursuite de ses désirs, même s'ils sont irréalisables. L'idée de s'envoler dans la VF est donc assez bien trouvée. Comme le dit le texte de Mill, Belle sait que son bonheur sera, en quelque sorte, imparfait. Elle est heureuse d'avoir autant de désirs à satisfaire et sait qu'elle ne pourra pas tous les satisfaire. Mais mieux vaut un bonheur imparfait qu'une satisfaction. C'est la conclusion du passage que nous avons lu. Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Il est amusant de voir que si Mill reprend la critique faite aux épicuriens, à savoir le fait qu'ils vivent une existence de porc, il le fait dans le sens contraire de celui qu'on entend d'habitude. Ceux qui critiquaient Épicure faisaient un contresens sur sa pensée. Si les épicuriens étaient traités de porcs, c'est parce qu'ils encourageaient la recherche du plaisir et qu'on imaginait que c'était une quête effrénée de plaisirs animaux, comme le fait de manger abondamment ou la recherche du plaisir sexuel. En fait, les épicuriens préconisaient tout l'inverse. Ce qui était important, c'était plutôt de limiter ses désirs, parce qu'une telle recherche effrénée de plaisir risquait d'aboutir à une souffrance plus grande. Trop manger, par exemple, fait plaisir sur le moment, mais la digestion difficile ou les maladies qui s'ensuivent sont à éviter. Mill reprend l'image du porc, mais pour dire tout le contraire. Se satisfaire de manger peu, boire de l'eau et se débarrasser de tous les autres désirs, c'est l'existence d'un porc. Après tout, les animaux se satisfont de manger, boire et dormir. Une existence humaine doit viser plus haut que ça. Épicure était donc bien un porc satisfait, pas au sens où il recherchait inconsciemment toutes sortes de plaisirs, mais au sens où il confondait le bonheur avec la satisfaction des besoins animaux. Socrate, lui, n'a cessé de rechercher la vérité, et il est mort au nom de la philosophie. Certes, sa vie est moins satisfaisante,
Il n'a pas pu continuer à faire de la philosophie suite à sa mise à mort, mais il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait, au sens où l'existence de Socrate, plus humaine, est aussi plus heureuse. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si vous voulez plus d'analyse des films de Walt Disney, je vous invite à regarder de plus près mon livre « Il en faut peu pour philosopher ». Vous trouverez les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.